Bonsoir à chacune et à chacun. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la conférence sur l'avenir de l'Europe, et nous allons nous intéresser aux enjeux de cette conférence. Alors, dans le monde complexe qui est le nôtre, l'Union européenne doit être une puissance et un acteur de stabilité. On le sait, sa construction repose depuis les origines sur un système de valeurs fondamentales. Et les enjeux qui se présentent, et ils sont nombreux dans notre actualité, concernent toutes les dimensions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Elles parlent des droits du citoyen et évoquent la politique étrangère, voire une défense commune, en passant bien sûr par la transition énergétique et la protection de l'environnement. Cette conférence sur l'avenir de l'Europe doit permettre de dégager des axes centraux qui vont déterminer pour les décennies à venir les priorités de l'Union, et cela selon les citoyens. Tout premier enjeu, bien évidemment, et la conférence elle-même, il faut la réussir, c'est-à-dire permettre aux citoyens de l'Union européenne de s'exprimer sur le projet commun et dire finalement quelle Europe ils souhaitent pour les générations à venir. Je voudrais, sans être trop long, remercier nos collègues et participants. Alors, je voudrais remercier Anne Houdman et Pierre Mingui, qui sont mes collègues conférenciers pour la Commission européenne. Nous sommes tous les trois membres du Team Europe. Et je voudrais remercier également celle qui va nous soumettre à la question, puisque c'est elle aussi qui fera la présentation des intervenants dans quelques instants. Eh bien, présenter Catherine Verger, que l'on connaît pour avoir travaillé dans différents médias. Je pense à Arte, France Télévisions, RTL, France Inter, donc des médias fort connus, et puis la presse écrite, bien sûr. Je pense en particulier à notre quotidien régional Ouest France. Aujourd'hui, Catherine, vous êtes plutôt sur l'écrit de récits personnels. Vous êtes auteur et vous publiez, mais vous faites aussi un certain nombre d'enquêtes et vous réalisez des documentaires. Voilà, merci à tout le monde. Je salue toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre. Et Catherine, je vous donne la parole. Bien, merci Emmanuel. Je salue les trois invités de ce webinaire. Je salue aussi tous ceux qui participent à cet échange derrière leur écran. Alors, deux informations pratiques à leur intention. Alors, n'oubliez pas de couper votre micro pour éviter des interférences sonores avec les invités. Et puis, pour éventuellement obtenir une meilleure qualité de bande passante, vous pouvez également couper l'image, à moins que vous souhaitiez bien sûr apparaître à l'image. Mais disons que ça permet d'une meilleure qualité pour le reste des invités. Alors, j'invite aussi les participants pendant ces 90 minutes à nous poser des questions, à envoyer des questions. Alors, c'est simple, des questions sur le thème, bien sûr, de notre webinaire, questions que nous relayerons aux trois invités. Alors, pour poser des questions sur Zoom, vous avez, c'est simple, vous avez une petite icône qui est en bas de votre écran qui est conversée. Et quand vous cliquez sur cette icône, eh bien, ça ouvre un petit écran, une case, et vous pouvez poser vos questions, saisir le message et l'envoyer. Et nous les voyons, et donc nous pouvons relayer auprès des invités. Voilà, on entre dans le vif du sujet. J'ai reçu une consigne pour ce webinaire. On m'a dit, on a envie d'entendre des propositions concrètes. Donc, nous allons essayer d'être concrets sur des nombreuses thématiques, parce qu'en fait, la conférence sur l'avenir de l'Europe, elle aborde énormément de sujets. Alors, par curiosité, je suis allée sur cette plateforme multilingue de la conférence et j'ai vu 11 catégories. Alors, je vous les cite, même si vous n'avez peut-être pas des questions sur chacune des catégories, mais ça concerne notre réflexion. Le changement climatique et l'environnement, la santé, économie plus forte, justice sociale et emploi, une catégorie, l'Union européenne dans le monde, valeurs, droits, sécurité, un chapitre, transformation numérique, démocratie européenne, migration, éducation, culture, jeunesse et sport, dans la même.
Voilà, donc surtout toutes ces catégories entrent dans la réflexion de la conférence. Alors, Pierre Mainguy, vous êtes le premier intervenant. Je vais vous présenter. Vous êtes président de la Maison de l'Europe de Seine-Maritime. Vous avez un engagement de 35 ans dans l'Europe, en tout cas dans un engagement personnel qui vous ont conduit à devenir conférencier pour la Commission européenne et membre de ce qu'on appelle le Team Europe-France. Et en plus d'une vie universitaire au Havre, puisque vous avez une formation de mathématicien, vous êtes un connaisseur de plusieurs pays européens, notamment les pays baltes. Donc, je vous donne la parole. Je sais que votre domaine de prédilection ce soir, ce seront les enjeux de cohésion. Voilà, alors on a un petit peu décidé que c'était 5 minutes par invité pour justement dynamiser notre débat. Donc, je vous donne à peu près 5 minutes et je vous écoute avec attention et je vous pose des questions et j'invite les participants à vous en poser également à partir de ce que vous allez nous raconter. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Quand j'ai eu l'occasion de discuter du sujet avec Emmanuel, évidemment, nous avons identifié ensemble beaucoup d'enjeux. Et en fait, moi, je suis un passionné, bien que mathématicien, je suis un passionné d'histoire, et j'ai un plaisir à regarder le passé, et dans le passé, à regarder toutes les constructions d'union d'États. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a certes des domaines nouveaux, mais que globalement, la problématique reste la même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en commun, qu'est-ce qu'on garde pour soi, qu'est-ce qu'on partage, à quel degré on le partage. Et ceci, n'est-ce pas, c'est autant valable pour la Suisse quand elle s'est formée, et Dieu sait si il y a eu un très long chemin avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est également pareil pour les États-Unis. Moi, j'aime beaucoup relire toute l'histoire de la création des États-Unis, notamment les 70 premières années, et c'est fabuleux parce qu'on retrouve des problématiques identiques. Je pense par exemple à la dette commune qui avait été résolue à l'époque au cours d'un dîner avec Jefferson, et vous savez comment pour l'Union européenne ça s'est passé suite à la pandémie. Alors, des enjeux, bon, j'en ai identifié 3 principaux, c'est-à-dire les enjeux d'acceptation par les citoyens de l'Union. Ça me paraît être vraiment très important. Ensuite, des enjeux de cohésion de l'ensemble et de cohérence dans le discours. Et là, on va toucher en particulier un certain nombre d'enjeux par rapport aux voisins. Je pense la réponse à apporter à la Russie, les réponses à apporter aussi à des pays qui sont entrés, vous savez, dans la foulée de l'élargissement. Et enfin, je dirais, pour asseoir les deux, des enjeux de puissance, d'efficacité, des enjeux d'imagination et des enjeux de projection dans le futur. Voilà un peu, si vous voulez, comment j'identifie tous les défis qui vont se poser à l'Union européenne, et en particulier ces enjeux qui sont liés entre eux, puisqu'on l'a bien vu, par exemple, avec l'histoire des vaccins. Nous avons eu le Brexit. Le Brexit a été remarquablement mené, je dirais, par le négociateur européen. Et par contre, si on regarde aujourd'hui dans l'opinion publique, les gens retiennent une chose ou vous interpellent dans la rue en disant, vous voyez, Boris Johnson a réussi. Or, en fait, qu'est-ce que retiennent les gens? Ils retiennent les vaccins. Alors, dans tous les défis internationaux, c'est intéressant de voir ce que retiennent les publics, et je remarque qu'en général, ils ne retiennent pas ce que nous aimerions qu'ils retiennent. Il y a donc un problème de communication, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Voilà, c'est déjà... Dans les 5 minutes. Ah bon, d'accord, vous avez fait... Chronomètre en main. 3 minutes, 3 minutes. Bon, alors, acceptation par les citoyens, je trouve que c'est... est-ce que la conférence pour l'avenir de l'Europe, justement, c'est pas une manière de leur donner un peu d'importance tout d'un coup? Alors, il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu une consultation du même type, il y a quelques années. Parler de la consultation européenne. Et donc, moi, j'y ai participé activement. J'ai eu l'occasion de me promener en Normandie et au-delà de ma région.
Mais le problème qu'on a eu et dans lequel il ne faudrait pas retomber, c'est que lorsque nous organisions des réunions, nous avons eu beaucoup de réunions où le public était en fait plutôt pro-européen. Et ça, c'est dommage parce que il faudra veiller à ce que dans cette réflexion qui sera menée, nous ayons des publics différents, des publics d'âge différents, des publics de sensibilité différentes. Si on veut arriver à donner une synthèse, à donner un élan à l'Union européenne et un élan accepté par les citoyens. Et je vois également, parce que comme vous l'avez souligné, je suis très souvent en Lettonie, bon, un peu moins en ce moment à cause évidemment de la pandémie, mais lorsque je leur parle de cette conférence, ils me regardent avec des yeux ronds en me disant « mais on n'est pas au courant ». Or, l'enjeu, c'est quand même de consulter tous les citoyens de l'Union européenne. Et je dois dire que dans d'autres pays, on sent aussi que j'en parlais avec des amis autrichiens qui ne semblent pas du tout fortement intéressés par la question. Donc, il va y avoir un énorme effort de promotion et surtout un énorme effort pour montrer que ces échanges vont effectivement se concrétiser par des propositions et des propositions réellement, j'allais dire, mises en œuvre ou tout au moins étudiées par les instances dirigeantes des États membres et de l'Union européenne. La conférence a été lancée officiellement début mai. Les interventions peuvent avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a encore quelques mois pour faire de la communication. Mais ce que vous dites sur les Lettons qui ne sont pas au courant, je pense qu'il y a quand même pas mal de Français qui ne sont pas au courant non plus. Donc, c'est à nous de faire un peu de jouer les ambassadeurs et de faire. Alors, je dois dire franchement que je suis allée plusieurs fois sur cette plateforme multilingue et je ne la trouve pas particulièrement facile à utiliser. Mais bon, peut-être que je n'ai pas assez insisté. Mais c'est vrai que. J'ai eu des réactions très négatives de membres de la Maison de l'Europe par rapport à la plateforme, dont notre responsable des questions numériques. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même un enjeu de communication. Hein. Absolument, absolument. Mais si vous voulez, le problème, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, comme je vous le disais, j'ai une activité très dense au niveau international, c'est que, en dehors, j'allais dire, des pays fondateurs, on ne sent pas un enthousiasme, on ne sent pas de préoccupation à ce niveau-là. Du moins dans les relations que j'ai. Peut-être que les préoccupations du moment sont plutôt des préoccupations de santé et de travail, voilà, et de sécurité sociale, et que c'est peut-être ça arrive à un moment où les gens sont préoccupés plutôt par autre chose. Bon, on va pas être pessimiste. Vous avez parlé de cohérence du discours face à la Russie et d'autres nouveaux pays. Je voudrais qu'on réagisse un tout petit peu aujourd'hui, enfin ce soir, sur une actualité qui est la Biélorussie, puisque les pays européens se sont mis d'accord pour interdire aux avions de Biélorussie de survoler, enfin d'atterrir dans les aéroports européens et également interdire aux compagnies aériennes de survoler la Biélorussie, ce qui concerne à peu près 2000 vols quotidiens. Donc je voudrais que vous réagissiez, Pierre, mais aussi peut-être Emmanuel et puis Anne, à cette décision, parce que ça, c'est quelque chose d'assez, enfin qui moi me semble assez. D'abord, ça a été rapide comme décision, et puis tout le monde est d'accord. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Europe a montré quelque chose qu'elle ne montre pas d'habitude? C'est-à-dire, bon, on ne rigole pas. Là, il est question d'un détournement d'avion pour arrêter un dissident. C'est quand même un événement assez énorme. Hein. Absolument. Je pense qu'il y a un comportement de voyou, j'allais dire. Ce comportement, n'est-ce pas, du président de la Russe, c'est absolument inadmissible. Et donc, il fallait une réponse très forte. Or, je sais que, pour l'avoir vécu moi-même, j'aime beaucoup la Russie, mais le caractère fait qu'en Russie, on aime aussi le rapport de force. On parle de la Biélorussie qui est effectivement sous tout à fait. Mais la Biélorussie, c'est le même tempérament aussi. Donc, à un moment donné, il faut montrer sa force. Et je crois que la réponse, heureusement, j'avais très peur, mais la réponse a été ferme. L'a-t-elle été suffisamment? Je ne sais pas encore, on verra la réaction, mais effectivement, c'était important de réagir, surtout très vite, de ne pas laisser la situation pourrir.
Anne Houtman, je ne vous présente pas, mais vous êtes quand même, vous aussi, vous avez été longtemps à la Commission européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Votre micro? Voilà. Non, micro. Voilà, oui, c'est micro. Ok. Alors, Anne, oui, votre réaction. Que c'est évidemment une réaction tout à fait appropriée, mais je pense aussi que c'est grâce au fait qu'on est devant un cas très concret. C'est un avion, Vilnius, qui est hijacké par un pays tiers. Beaucoup plus difficile est de réagir à l'invasion du Donbass ou de la Crimée. La question là qui se pose, c'est comment réagit-on si on ne veut pas entrer en guerre? Et là, on serait quand même dans un domaine beaucoup plus délicat. Interdire des vols d'avion, c'est quand même plus facile comme décision au niveau européen, il me semble. Donc, il y a aussi un peu du fait de l'ajustement au type d'événement qu'il y a eu, qui a rendu la décision terrible. Emmanuel, vous avez une réaction sur cet événement de la journée? Oui, je vais dire la même chose que mes deux collègues. Moi, je constate une chose importante tout de même, c'est que les Européens parlent d'une seule voix. Ça, c'est important parce que ça n'est pas toujours le cas. Ensuite, je m'interroge un peu sur les sanctions. Sont-elles véritablement efficaces? Je crois qu'il sera important que on puisse nous en donner un détail. Le survol ou l'interdiction du survol de la Biélorussie par les compagnies aériennes font-elles référence à des financements de traversées, de droits de traversées? Voilà, ça, ce sont des choses qui sont un peu concrètes aussi, et donc il serait utile que nous ayons l'information de manière à véritablement saisir ce que veut dire la sanction. Bien, on va enchaîner avec Anne, peut-être, puisque je lui ai donné la parole. Anne Houtman, vous êtes conférencière de Team Europe, vous aussi, donc c'est un point commun avec tous les invités de ce soir. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris. Vous avez été plus de 30 ans à la Commission européenne dans des services différents comme l'Office statistique, la DG Concurrence, et également pendant 12 ans, vous avez été chef adjointe au cabinet de Romano Prodi quand il était président de la Commission. Et à la suite de cela, vous avez été directrice dans différentes DG, marché intérieur, transport, énergie. Et ensuite, dirigé pendant 5 ans la représentation de la Commission européenne à Paris jusqu'en 2014, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et par ailleurs, puisque vous vivez à Bruxelles, vous êtes membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Donc, c'est une belle palette de compétences. Anne, quand j'ai cherché des informations sur vos dernières déclarations sur l'Europe, j'en ai trouvé une où vous donnez un petit peu en détail ce qui est pour vous important en ce moment, en tout cas les enjeux qui se présentent pour l'Europe, les enjeux donc de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous dites le principal enjeu va être un enjeu de démocratie et de vision future de l'Europe, dans laquelle, c'est un point de vue personnel, dites-vous, on va gérer le changement climatique. C'est pour moi non seulement une transformation du système économique, mais aussi une transformation de la vie quotidienne des gens. Alors, je vous laisse la parole sur le changement climatique et évidemment aussi la vision un peu sur la démocratie, puisque ce sont les deux points que j'ai lus récemment où vous insistiez. Anne. Oui, alors d'abord, pour moi, le changement climatique est vraiment le défi existentiel pour la planète. Alors, l'Europe, là-dedans, elle a un rôle assez particulier parce que l'Europe, ce n'est que 8% des émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Mais l'Europe a une responsabilité historique parce qu'il y a une accumulation, le changement climatique provient de l'accumulation des gaz à effet de serre. Et donc, l'Europe doit faire son devoir et en plus, elle doit être exemplaire parce qu'elle a aussi un rôle important pour amener les autres pays du monde à faire leur part de l'effort. Alors, l'Europe maintenant s'est engagée pour la COP26 à Glasgow de réduire ses émissions de 55% d'ici 2030, sachant que, et on parle de réduction par rapport à 1990, sachant que
jusqu'à l'année dernière, on les a réduites que de 20%. Donc, on a passé de 20% entre 1990 et 2020 à moins 55% d'ici 2030, en 10 ans donc. Autrement dit, le changement qui va être nécessaire, c'est pas seulement du renouvelable sur le réseau électrique, et par ailleurs, l'électricité, c'est moins d'un quart de notre consommation énergétique, donc c'est pas la majorité de notre consommation énergétique. Les secteurs difficiles, ça va être tout ce qui concerne le transport et tout ce qui concerne aussi les bâtiments, c'est-à-dire la façon dont les bâtiments sont isolés, la façon dont on se chauffe dans des bâtiments et la façon dont on consomme de l'électricité. Et ça, ce sont des enjeux qui concernent chaque citoyen. Or, je vois d'abord un problème, à mon avis, de déconnexion entre ce que les citoyens pensent sur le changement climatique, et je pense plus de 90%, beaucoup plus de 90% des gens sont convaincus qu'il faut lutter contre le changement climatique, qu'il faut des objectifs ambitieux au niveau européen. Mais quand on veut construire des éoliennes, pas dans mon paysage. Donc, il y a cette déconnexion entre les convictions et ce qu'on est prêt à faire ou à accepter. On parlait tout à l'heure de la question de l'acceptabilité, et c'est une question absolument cruciale. Quand on veut limiter la circulation automobile en ville, les gens rouspètent. Mais c'est aussi un des moyens importants pour réduire les émissions et par ailleurs améliorer la qualité de vie. Ensuite, il y a un manque d'information, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur le climat si les citoyens ne sont pas aussi correctement informés. Donc, par exemple, plus de 80% des Français disent qu'ils sont prêts à trier leurs déchets, ce qui par ailleurs est obligatoire et ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre des Français. Par contre, si on leur demande « est-ce que vous êtes prêts à renoncer à votre voiture ?», là, ils sont plus que 22% à dire qu'ils seraient prêts pour un trajet à renoncer à leur voiture. Donc, il y a aussi un problème d'information des citoyens qui comprennent mal où sont les vraies réductions des émissions par leurs agissements quotidiens. Et qu'est-ce que… Pardon. Oui. Ensuite, je pense qu'il y a aussi tous des enjeux de participation des citoyens à l'organisation de leur ville. Et l'Europe a essayé d'imposer aux États membres d'organiser des consultations publiques avec toutes les parties intéressées, avec les citoyens, sur les plans nationaux, sur l'énergie et le climat. Donc, les plans qui servent à atteindre nos objectifs climatiques, notamment en matière d'énergie. Et je pense que dans la plupart des États membres, l'immense majorité des gens ne savent même pas que leur gouvernement a soumis un plan, encore moins ce qu'il y a dedans. Alors que l'idée de départ était que ça fasse l'objet d'une participation citoyenne, de débats au niveau local avec les régions, avec les villes. Et ça, je pense, ça c'est moins bien fait. Ensuite, il y a des questions vraiment de débat public. On va le voir, pour le moment, le Conseil européen se réunit à Bruxelles. Là, juste ici, j'entends les hélicoptères dehors. Et un des sujets sur la table, c'est justement le climat. Et là, on voit qu'il y a des différences aussi entre pays riches et pays pauvres, entre pays qui privilégient les actions efficaces contre le climat et ceux qui se préoccupent plus de savoir quel est l'effet sur les citoyens en termes de coûts. Donc, pour prendre un exemple, par exemple, une des discussions, c'est est-ce qu'on va inclure le bâtiment et le transport routier dans le système d'échange de quotas, qui est un moyen efficace d'essayer de réduire les émissions dans ces secteurs, parce qu'on est sûr d'arriver aux réductions qu'on décide. Mais ça a évidemment un coût supplémentaire pour des citoyens qui, par exemple, n'ont pas d'alternative à leur voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Donc, ça pose vraiment une question de choix entre des solutions qui doivent être à la fois efficaces sur le plan du climat et socialement justes. Justement, l'Europe va instituer une nouvelle directive sur l'économie circulaire, la rénovation des bâtiments, la biodiversité, l'agriculture et l'innovation. Donc, il va bien y avoir ce mouvement est enclenché tout de même.
C'est un enjeu qui est déjà décidé et qui court. Alors, le mouvement est enclenché, mais il est enclenché depuis longtemps. Ce n'est pas la première directive sur le renouvelable. On a des directives sur le renouvelable depuis, je crois, 2009, si j'ai bon souvenir. Le problème est que quand on veut mettre en œuvre ces législations, il y a souvent des oppositions au niveau des citoyens qui retardent de beaucoup les projets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire auprès des citoyens et de participation des citoyens. Quand on a des projets d'éoliennes ou des projets de parcs solaires, je pense qu'il faut impliquer les populations locales. Et ça, c'est pas les fonctionnaires dans les bureaux de la Commission européenne qui peuvent faire. Ce sont les autorités locales qui doivent faire ça. Et ça, je pense que c'est une question vraiment importante. Je pense que tout ce qui est plan de rénovation est plutôt positif pour les citoyens parce que il y a vraiment des priorités et au niveau budgétaire et dans les plans que les États membres doivent mettre en œuvre sur tout ce qui est logement social et notamment la Banque européenne d'investissement investit des millions et des millions pour rénover des bâtiments et notamment le logement social et les logements des personnes les plus vulnérables qui sont vraiment la priorité au niveau européen. Mais il reste aussi des blocages. Il est clair que quand vous êtes locataire d'un logement, c'est vous qui payez l'addition, c'est vous qui payez la note d'électricité ou de gaz, mais c'est votre propriétaire qui doit faire la rénovation. Et là aussi, l'Europe a cherché à imposer aux États membres de résoudre ce problème. Et en France, on l'a relativement bien fait avec l'idée de ne pas autoriser tous ce qu'on appelle les passoires thermiques à la location. Donc ça, je pense, c'est une des mesures concrètes pour essayer de résoudre ce problème d'incitation divisée entre le locataire et le propriétaire. Donc on touche à des problèmes très concrets. Merci Anne. Mais bon, il reste le problème. Les gens vont devoir remplacer leur chaudière à gaz par des pompes à chaleur. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire non plus. Donc, il va falloir aussi que les États membres trouvent des solutions. Et trouvent un budget. Des budgets. Ouais, pour se tenir tous ces changements. Voilà. Je vais donner la parole à Emmanuel Mourouchi qui est le troisième invité de ce webinaire. Emmanuel, en préparant ce webinaire, vous m'avez dit je vais parler de la structure du droit, des valeurs et de la démocratie. Donc, je vous laisse présenter vos priorités à vous pour l'avenir de l'Europe et pour alimenter le débat sur la conférence. Merci. Je ne vous ai pas présenté, oh là là, j'ai oublié. Alors, vous êtes sociologue, ça je sais, docteur en sociologie. J'ai oublié deux choses. Donc, conférencier pour la Commission européenne, membre du Team Europe-France et président du CECI. Voilà, le CECI qui veut dire Cercle Europe, Citoyenneté et Identité. Comme c'est toujours un logo, il faut mieux toujours le répéter. Tout à fait. Citoyenneté avec un S, identité avec un S. Nous avons des identités multiples et nous avons une double citoyenneté. Merci Catherine. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup de transversalité dans cette question de la conférence, puisqu'il s'agit bien évidemment de chercher les enjeux de la conférence. Tout en cherchant les enjeux de la conférence, on va donner les orientations, les priorités à la construction européenne pour les décennies à venir. Alors, on l'a vu avec Pierre, on l'a vu avec Anne, on est dans une dimension internationale, on va traiter de l'environnement, mais parlant de l'environnement, Anne a déjà entamé le sujet, on va parler du social, on va parler aussi de l'emploi, et on voit que cette transversalité, elle est particulièrement importante, et je pense que les enjeux sont multiples, transversaux certes, mais multiples. Alors, est-ce que je vais parler des valeurs? Est-ce que je vais parler d'une culture commune? Oui, bien évidemment, puisque c'est mon champ d'investigation. Et c'est une réalité nécessaire, j'allais dire, que cette culture commune soit connue et reconnue par les citoyens de l'Union européenne.
nous bénéficions lorsque nous sommes ressortissants de cette citoyenneté européenne qui nous donne aujourd'hui des droits. Sans doute, la conférence va-t-elle poser un certain nombre de questions pour essayer de faire évoluer cette citoyenneté. Mais la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est aussi travailler sur la dimension humaine de cette construction européenne. Alors, je voudrais juste rappeler qu'au départ, l'ambition était la paix sur le continent européen, éviter absolument un nouveau conflit entre pays du continent européen. Robert Schuman avait mis en évidence la recherche du bien commun. Il ne faut pas perdre de vue cet ensemble de choses parce que l'Union européenne aujourd'hui, elle est certes politique, elle est certes juridique, elle est certes technique et technologique, elle est économique, elle est financière, mais elle est avant tout au service des habitants de l'Union européenne. Et cette recherche du bien commun est importante parce que si les gens se sentent à l'aise dans leur dimension territoriale, ils vont aussi de fait reconnaître l'importance de l'Union européenne à la fois dans son orientation intérieure et dans sa dimension extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est relations internationales. On le voit aujourd'hui. L'Europe, l'Union européenne n'est aussi qu'une région du monde. Et d'autres régions du monde sont en face de cette Europe, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde et autres ensembles importants, et puis des ensembles également émergents. Mais il faut qu'il y ait conscience. Il faut qu'il y ait conscience chez les Européens de cette dimension régionale planétaire. Pour cela, il faut bien évidemment répondre à un certain nombre de questions et ce sera l'objet, je pense, de cette conférence. Les questions, nous les connaissons, c'est quelle image a cette Union européenne ? Pierre nous a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, les gens autour de moi, nos concitoyens dans notre proximité, mais aussi des gens dans les Pays-Bas ou bien en Autriche ne savent pas ce qu'est cette conférence, mais ne savent pas sans doute forcément bien non plus ce qu'est l'Union européenne. La question des représentations est donc importante. Et il y a ici un travail que doit faire aussi cette conférence, qui est un travail d'éducation à la chose européenne. On ne peut pas demander aux citoyens, on ne peut pas demander à 500 millions d'Européens de s'exprimer sur le devenir de l'Europe si ces mêmes citoyens ne savent pas ce qu'est l'Union européenne. Alors on a un premier problème à résoudre. Alors, la conférence est une excellente idée. La présidente de la Commission, Madame von der Leyen, quand elle l'a proposé, a reçu l'agrément des États membres. Mais il y a des étapes à passer. Sinon, comme le disait Pierre, je crois tout à l'heure, nous allons avoir que des pro-européens qui vont s'exprimer sur l'avenir de l'Europe, laissant sur le bas-côté de la route finalement des tas de gens qui n'y comprennent rien, s'y intéressent pas trop, comme ils ne s'intéressent peut-être pas d'ailleurs non plus aux questions politiques locales ou nationales. Donc la question de l'image de l'Europe est importante. Le deuxième sujet, c'est se poser la question des frontières de l'Union européenne. Elle commence où, elle s'arrête où ? Qu'est-ce que l'on veut véritablement faire ? Et là, il s'agit de répondre non plus à l'image, mais aux rivages. Quels sont les rivages de cette Union européenne ? Une Union européenne qui comporte la zone euro. Donc, on est ici dans les questions monétaires. Est-ce que tous les pays membres de l'Union européenne doivent avoir accès à cette monnaie, à la monnaie unique ? Est-ce que on doit scinder en deux groupes, un groupe central qui aurait l'euro par exemple et qui serait extrêmement intégré, et puis sur le côté d'autres pays peut-être un peu, alors comment on va dire ça, associés. Ce sera peut-être d'ailleurs un des thèmes du webinaire du 1er juin avec les amis Védrine et Sigov qui interviendront. Et puis le visage de cette Europe.
Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui? Alors, j'en suis pas sûr. Est-ce que c'est une zone économique? Est-ce que c'est une zone de libre-échange? Ou au contraire, la conférence sur l'avenir de l'Europe doit-elle inciter les États-nations, les États membres à aller vers une dimension beaucoup plus fédérale ou confédérale? Voilà, ce sont des questions qui sont importantes. On sait qu'on a déjà une première réponse avec le Brexit. Le Brexit nous fait dire, nous, Européens, que nous ne voulons pas que l'Union européenne soit seulement une zone de libre-échange. C'est l'objet de la séparation, mais c'est aussi l'affirmation du côté des Européens, et la conférence devrait travailler en profondeur ce sujet d'une Europe beaucoup plus intégrée. Alors là, l'intégration, elle est très large. Hein. On va jusqu'à la demande d'une république, parce que je l'ai entendu, d'une république fédérale européenne. Donc, vous voyez, il va falloir aussi retravailler sans doute un certain nombre de choses. En tout état de cause, et je ne sais pas si j'arrive au bout de mes 5 minutes ou si je les dépasse, nous avons à travailler des champs qui sont particulièrement importants. Sans doute le système institutionnel. Il faut se reposer la question du fonctionnement. Alors, moi, j'ai un avis personnel. Je trouve que notre système institutionnel est assez élaboré. C'est même un des plus élaborés sur la planète. Peut-être un peu complexe. Qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer une incarnation de l'Union européenne. Ça, c'est important pour les citoyens que nous sommes, pouvoir se reconnaître en quelqu'un, avoir une personnalité qui porte les citoyens de l'Union européenne et qui soit connu et reconnu dans le monde comme étant le fédérateur, la personne fédératrice des Européens. Sans doute avons-nous besoin d'une démocratie un peu plus poussée. Ça fait partie de l'information, de l'éducation, de la communication et de l'information. Sans doute allons-nous travailler la question de la gouvernance, donc les pouvoirs du Parlement notamment, hein, puisque ça reste un élément, j'allais dire, pour moi inachevé aujourd'hui, ce qui nous amènera bien évidemment à nous poser la question, et là c'est une proposition très concrète, à nous poser la question d'un texte commun, d'un nouveau texte commun. Pas forcément un texte compliqué, pas forcément un traité, mais quelque chose qui soit validé par les citoyens, qui soit acceptable, hein, pour reprendre un peu l'idée de Pierre tout à l'heure, acceptable par tous. Et j'ai envie de dire que on pourrait s'appuyer ou prendre comme modèle le préambule, et simplement la page du préambule du traité constitutionnel européen. Relisez cette affirmation de ce qu'est l'Union européenne. On a tout dans ce préambule, et c'est de nature à souder les Européens. Mais nous avons besoin de ça, sinon pas de citoyenneté réelle, pas de sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et si l'on dit pas de sentiment d'appartenance européenne, eh bien, nous avons un risque de repli sur soi, de nationalisme, mais aussi l'impossibilité de parler d'une seule voix au niveau international. Donc, vous voyez, quand je parle de transversalité, c'est bien ce champ qu'il va falloir travailler. Le travail est sur le métier, hein, tout est à faire. Et je terminerai, vous aurez, Catherine, l'occasion de nous réinterroger. Je terminerai sur la dimension anthropologique de la construction européenne. Ça n'est pas seulement une construction politique, ça n'est pas une dimension économique, mais il y a une dimension anthropologique qui est importante et qui, elle, va concerner les valeurs et les préceptes fondamentaux. Alors ça, c'est important parce que nos valeurs communes doivent être partagées. Si nos valeurs ne sont pas partagées, ni nos préceptes fondamentaux ne sont pas partagés, la construction européenne est vaine. On fait autre chose, mais on ne fait pas un véritable ensemble. Ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître et affirmer une culture commune.
j'en ferai un papier très prochainement pour le cercle, hein, sur les ingrédients qui composent une culture commune, et nous les avons. Mais ça permet d'avoir aussi une vision du monde et d'associer à la fois culture nationale, culture régionale avec la culture européenne. Et au bout du compte, eh bien, nous avons une représentation ou des représentations qui placent l'Union européenne dans le concert des nations. Merci Emmanuel. Alors, j'ai noté que nous étions une vingtaine de participants. Je les incite à vous poser des questions, à nous poser des questions. Donc, converser le petit cône en bas et ouvrir et poser les questions. Donc voilà, vous avez dégagé plein d'idées. Enfin, moi, j'en ai noté plusieurs. Est-ce que, Pierre, vous pourriez abonder ou répondre à Emmanuel sur les choses qui vous ont semblé, relations internationales, l'image de l'Europe à l'extérieur, les décisions à prendre pour incarner l'Europe. Je poserai la même question tout à l'heure à Anne. Pierre. Oui, alors je voulais effectivement réagir par rapport à ce qu'a dit Emmanuel. Parce que il y a dans ces affaires d'enjeux, il y a des enjeux bien sûr qui sont individuels. Je m'explique. Il faut être clair par rapport aux citoyens. Actuellement, on a une sorte d'un certain nombre de citoyens de repli sur eux-mêmes. Or, il y a une question fondamentale, c'est ensemble, on est plus fort. Quel est le poids de mon État? Quel est le poids de ma nation? Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans le monde. Or, quand on a affaire, je vois, nous, dans le cadre de la Maison de l'Europe, on a beaucoup d'interventions. Les gens nous disent toujours, mais la France, elle peut, oui, mais ça, c'est parce que la France a perdu ses colonies, alors que nous avions la puissance. Il y a une nostalgie, j'allais dire, qui revient et qu'il faut absolument, à laquelle il faut absolument répondre. Et ce qui m'a frappé, vous voyez, Emmanuel a parlé d'une chose, la dimension culturelle. Ça, c'est important. Il ne s'agit pas d'avoir une culture commune. Comme je disais à Emmanuel, on ne va pas faire une Europe blue jean, mais faisons une Europe patchwork, mais qui soit solide. C'est-à-dire que nous devons lier des nations qui ont des cultures différentes, qui ont des passés différents. Alors, j'ai été très marqué la semaine dernière, ça date de jeudi dernier. Nous sommes en train de préparer au niveau local les 10 ans du jumelage entre Le Havre et Magdebourg. Et le président du comité de jumelage… Magdebourg en Allemagne. Magdebourg en Allemagne. Et le président du comité de jumelage actuellement passe dans toutes les classes de collège pour parler du jumelage et parler de l'apprentissage de l'allemand. Et dans un collège, dans une classe, il y a un élève de 6e qui a levé la main et qui lui a dit carrément « Mais comment pouvez-vous parler de cela alors que les Allemands sont nos ennemis ?» Oui, c'est assez horrible. C'est assez horrible. Peut-être qu'on pourrait faire réagir Marie-Laure Krogenek, qui est enseignante dans le Finistère et qui travaille sur l'Europe avec ses élèves. Absolument. Vous n'avez jamais dit ça, vous, Marie-Laure, les méchants Allemands? Non seulement nous n'avons jamais dit ça, mais bien au contraire, si nous développons évidemment dans nos apprentissages au travers des cours d'histoire, de géographie, toute cette éducation à la citoyenneté, cette éducation au vivre ensemble, c'est justement pour démontrer le contraire. Et il me vient quand même un exemple dans le prolongement de ce que vient de dire Pierre. C'est bon, cet événement, c'est un événement. Je pense que ce que cet élève témoigne, c'est quelque chose de grave, mais c'est certainement lié à une carence éducative aussi dans cet environnement-là. Mais moi, je repense à une anecdote. Alors, ça va peut-être remettre du baume au cœur, mais je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour parler d'Europe et pour éduquer à l'Europe. Il y a quelque temps, il y a un élève qui me posait la question alors que nous étions en train d'étudier la Première Guerre mondiale. Élève de CM2, donc je resitue, 10 ans, et il me dit, mais madame, je comprends pas pourquoi l'Italie était contre la France alors que c'était en Europe. Et puis tout en prolongeant sa question, il dit, ah mais oui, à ce moment-là, c'était l'Europe, c'était pas l'Union européenne. Et je crois que ça, c'est un événement, enfin, c'est quelque chose, il y a une conscientisation
En fait, au travers, quand cet élève s'est exprimé, il a vraiment conscientisé les choses. Et ça passe aussi par les mots. Les mots sont porteurs de sens. Parler d'Europe, enfin, bien sûr, hein, entre nous, évidemment, des fois, on va employer le mot Europe et on pense Union européenne. Mais il y a des moments très précis où c'est très important d'employer les mots justes. Et oui, à un certain moment, l'Europe, ça ne suffit pas. Et une des réponses, ça peut être l'Union européenne. Et je trouve qu'un enfant qui est en questionnement, un enfant de 10 ans, soit capable de passer, d'articuler et de passer de passer par ce questionnement, je trouve que c'est vraiment une réponse importante. Et c'est aussi par des petites choses comme ça, par du concret. Et je crois qu'il faut pas se dire les jeunes ils sont trop jeunes pour comprendre. Non. Faut commencer au tout début de la vie, je dirais. Ça fait partie de notre paysage, pour reprendre un mot en âge de tout à l'heure. Donc, vos élèves, Marie-Laure, ont beaucoup de chance avec vous parce que vous leur apportez l'Europe et de manière aussi très concrète. J'entendais Pierre qui voulait réagir. Oui. Non, mais je donnais cet exemple-là, mais il faut quand même aussi voir. C'est vrai, j'ai soulevé, puisqu'il y avait des enjeux, des points peut-être un petit peu négatifs, mais il faut voir aussi tout ce que l'Europe a fait. Toutes les réussites, et ça, on n'en parle pas. Au niveau communication, il y a un problème, parce que je pense que la communication est trop complexe. Et peut-être parfois, l'Europe, elle veut trop se justifier. Complexe, les institutions communiquent mal communiquent de façon beaucoup trop complexe pour l'homme de la rue. Enfin, moi, c'est la façon dont, si vous voulez, je le ressens et je le constate sur le terrain. Donc ça veut dire que les journalistes ou les médias ne font pas leur travail, ou bien que il y a un problème de discours. On a l'habitude de relayer sur notre site internet les communiqués de la Commission européenne. C'est très bien, ils sont très intéressants, mais souvent ils sont trop longs. Il n'y a pas parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les publics auxquels on s'adresse lisent très vite. Voilà, des messages très courts. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y aurait des progrès à faire. Et sinon, regardons tout ce que l'Europe fait. Comment l'Europe se... Moi, j'ai été, dans toute ma carrière, puisque j'ai dirigé les relations internationales de mon université, chaque fois qu'on se déplaçait pour aller négocier quelque chose, nous étions évidemment plus forts quand on y allait en délégation de plusieurs universités européennes. Et j'ai eu cette expérience que je cite toujours au début de ma prise en fonction de la direction des relations internationales de l'université. Nous sommes allés aux États-Unis parce qu'il y avait un problème. À l'époque, les États-Unis avaient voulu... je vous demanderais de faire un petit peu plus court pour donner la parole à Anne et aux autres participants. En fait, ils voulaient remettre en place des examens. Et nous allons regarder les homologues américains. Là, nous étions une délégation française. On leur avait dit, nous allons faire pareil du côté français. Et là, je reverrai toujours un des Américains qui nous regarde, il fait « Ah, on ne pèse pas le même poids ». Voilà. Merci, Pierre. Je peux vous dire que je suis revenu européen après. Anne, je vous ai vu réagir sur les médias et puis sur la démocratie aussi et les valeurs. Oui, je pense que dire que c'est vrai que l'Europe communique mal, mais il y a des raisons objectives pourquoi il est difficile de communiquer en Europe, et précisément parce que là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Emmanuel. C'est que précisément parce qu'il y a des cultures différentes et parce que un message unique qui part de Bruxelles ne peut partir en une phrase ou un texte. Il peut pas s'adapter non seulement aux cultures différentes de différents pays, mais aussi aux récepteurs dans un même pays. Je veux dire, on n'entend pas un message de la même façon quand on gagne 1 000 € par mois ou quand on en gagne 5 000. On n'entend pas les messages de la même façon quand on vit en ville ou quand on vit à la campagne. Or, le message qui part est un message qui est nécessairement unique. On ne peut pas le démultiplier en centaines de facettes. Et je pense que ça, c'est une réalité objective qui fait qu'il est difficile de communiquer sur beaucoup de sujets en Europe. Je pense qu'un sujet sur lequel
on a assez bien communiqué et de ce point de vue-là, la plateforme européenne est très bien faite, c'est sur le pacte vert. Parce que là, on est dans des choses peut-être plus concrètes, plus communes aux différentes cultures. Et je pense que le pacte vert et par exemple le secteur de l'énergie, c'est un excellent secteur pour faire de la communication concrète sur ce que fait l'Europe. Prenez dans le domaine de l'énergie, qu'est-ce que c'est la solidarité européenne? La solidarité européenne, c'est quand les Russes coupent le gaz aux pays de l'Est, eh ben, on installe partout à toute vitesse des flux renversés de gaz pour pouvoir apporter du gaz aux pays qui ont été privés de gaz. Ça, c'est de la solidarité européenne concrète dans le domaine de l'énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Le fonds de transition juste, pour moi, est quand même un exemple concret de comment l'Europe essaie de faire en sorte que les perdants de la transition, qui sont des régions, des industries qui dépendent fortement du charbon, comment on peut les aider au niveau européen. Et on a instauré ce fonds de transition juste pour aider des régions, des industries, des travailleurs qui vont perdre leur boulot parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec du charbon, les aider à se reconvertir. On aide ces régions avec des plateformes de conseil, avec des financements pour lancer de nouvelles activités, pour former des travailleurs à de nouvelles activités, etc. Ça, c'est des choses concrètes. On peut aussi, je pense, avec l'énergie, bon, on peut peut-être en parler plus tard, mais avec l'énergie, expliquer quel est l'intérêt d'avoir un marché intérieur, quel est l'intérêt des échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi il est important d'essayer de supprimer des barrières aux échanges entre les États membres. Et dans le domaine de l'énergie, on le voit de façon très concrète. Permettre des échanges entre les États membres et faciliter ces échanges, c'est réduire de façon très concrète les besoins d'investissement dans les systèmes énergétiques nationaux, parce qu'on peut utiliser, par exemple, aux heures de pointe qui tombent à des heures différentes dans différents pays, on peut faire des échanges entre États membres à ces heures-là. On peut faire des échanges entre la France et l'Allemagne, parce que la France a de l'énergie bon marché en base, et que l'Allemagne a de l'énergie bon marché en pointe. Et donc, ils peuvent échanger ça et ils gagnent au change parce qu'ils n'ont pas le même type de système énergétique. Et je pense que là, on peut donner vraiment ce qu'est l'Europe au concret, au quotidien. Alors, on va peut-être parler un peu, l'énergie, c'est très important, mais je voudrais quand même qu'on parle de deux sujets d'actualité de ces dernières semaines pour lesquels on pourrait réfléchir comment l'Europe pourrait-elle réagir différemment ou à l'avenir en ayant soit des positions plus communes. Alors, les deux sujets que je vous proposais, c'était Israël et Palestine, puisqu'il y a eu un conflit récemment et une sorte de cessez-le-feu encouragé par les Américains. Donc la France, l'Europe ne peut pas avoir de poids dans ce sujet. Et le deuxième sujet, c'était les migrants qui ont été à Ceuta, enfin qui ont tenté de rentrer sur le territoire espagnol, et la réaction aussi qui n'a pas forcément été commune, et la politique européenne de migration qui ne met pas d'accord tous les pays. Donc sur ces deux sujets, à la fois la politique extérieure et les migrants et l'asile, je voudrais que vous me donniez vos impressions sur qu'est-ce qui pourrait changer à l'avenir sur ces grands dossiers internationaux. Qui veut s'exprimer? Personne. C'est un sujet sensible. Je veux bien, mais ce ne sera qu'une impression. Et entendez-le comme ça. En ce qui concerne le conflit entre Israël et la Palestine, d'abord il faut remonter longtemps et très loin dans l'histoire pour retrouver les sources de cette guerre, de ce conflit, de cette compétition, de cette mésentente finalement à la fois culturelle et humaine et religieuse, puisque nous avons aussi cette question qui est importante.
En ce qui concerne l'Union européenne, d'une part, je pense qu'on a mal agi, on n'a pas bien travaillé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu la partition de ces territoires. En ce qui concerne l'Union européenne aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le président français, Emmanuel Macron, faire une proposition, se proposer en médiateur, et une proposition qui finalement a été rejetée, mais on n'a pas vu de proposition de l'Union européenne. Là, nous n'avons pas parlé d'une seule voix. Les Européens sont allés diviser sur ce conflit, et ça a eu pour effet que le président américain, lui, est arrivé avec sa puissance en disant nous allons régler la question et on va travailler avec l'Égypte à côté pour essayer de régler provisoirement, en tout cas, parce que ça ne peut être que provisoire, cette question. On s'est heurté aussi sur une vision du règlement de la situation. Les uns pensant que 2 États étaient nécessaires, d'autres pensent qu'un seul État est possible. Moi, mon impression, et elle est toute personnelle, je n'engage personne, je pense qu'il faut aller vers la constitution d'un seul État et peut-être s'inspirer de ce que les Européens ont pu faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de consolider. Après tout, et on pourra en reparler avec les Marocains rejetés par les Espagnols, n'oublions pas, là encore, l'humanité. Et je crois que c'est ça qui est important, beaucoup plus que des États. Chacun a le droit sur cette planète à une vie juste, une vie bonne, une vie meilleure. Il est anormal que sur un territoire à peu près similaire, il y ait des gens qui vivent relativement bien, correctement, et d'autres dans la pauvreté, dans le conflit permanent, dans l'inquiétude. Ce que les Européens ont pu connaître aussi à une certaine époque. Donc voilà, je crois qu'il faut aller vers c'est une proposition possible. Je reste persuadé qu'avec un bon travail de fond, de relation, de compréhension mutuelle, peut aller vers une proposition qui, elle aussi, doit se traduire par des effets très concrets et dans la vie quotidienne des uns et des autres. Ensuite, il y a la question religieuse. Alors, on pourra aussi en parler au niveau européen parce que ce sont des questions qui existent. On ne peut pas rejeter la question des religions, ni entre Israël et Palestine, ni d'ailleurs sur notre territoire européen. Les religions existent. Il faut aussi faire avec. Ce sont des composantes de cette culture dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, Anne, je me prononçais sur la culture commune en partant des valeurs communes. Il est évident qu'il y a des cultures nationales, qu'il y a des cultures régionales, et puis des appartenances à des catégories socio-professionnelles. Voilà, on pourra détailler ça. En ce qui concerne le Maroc, Pierre, Emmanuel, on raccourcit un petit peu. Oui. Il nous reste une demi-heure, donc je vous laisse finir. Oui, simplement répéter. Je crois que on ne mesure plus la valeur humaine, et je crois que ça c'est ce qui me fait le plus peur, qui me peine terriblement. On ne prend pas les individus comme étant les mêmes que nous, Voilà. Les images effectivement des plages espagnoles sont assez fortes et de voir des migrants se faire taper dessus à peine sortis de l'eau, c'est effectivement un peu choquant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu une image d'une jeune femme de la Croix-Rouge espagnole qui qui enserre un jeune noir et qui est apparemment vilipendée sur les réseaux sociaux espagnols pour cette image où on la voit de dos, mais on la voit secourir un migrant, et apparemment cette jeune femme est harcelée et attaquée par de nombreux Espagnols pour sa compassion. Et il reste la responsabilité des gouvernants. Et là, en l'occurrence, ceux du Maroc aussi. Pierre, une réaction sur parler d'une seule voix et le rôle aussi de Josep Borrell, puisque c'est notre diplomate qui est à la manœuvre. Absolument. Je dirais que son rôle est quand même pas très facile, parce que la politique étrangère reste encore en grande partie, j'allais dire, un domaine réservé des États membres. Oui, mais quand il est pris à partie,
Quand il va en Voilà. Russie Donc, et qu'on le c'est- reçoit c'est- pardon, donc, c'est- excusez-moi Pierre, Oui, je oui. prends l'exemple de ce qui lui est arrivé en Russie. Oui. Où il Ah a- oui, pardon. Lors d'une conférence de presse, enfin Oui, presque oui. en rentrant en Europe, que 3 diplomates ont été arrêtés et expulsés parce qu'ils ont assisté à une manifestation en faveur de l'opposant russe Alexei Navalny. Je comprends qu'ils se considèrent même plus que humiliés, mais agressés. Oui, mais je ne suis pas surpris de ça parce que effectivement la Russie teste beaucoup l'Union. Alors c'est un débat qu'on aura le Et 12 juin. c'est un débat qu'on aura la prochaine fois, mais moi j'ai constaté durant les 8 années où j'ai travaillé en Russie que en fait on travaillait en plus dans le cadre de programmes financés par l'Union européenne. Donc c'était quand même particulier. Mais je sentais bien par moment que pour un certain nombre d'actions, nos homologues russes avaient plutôt tendance à vouloir travailler en bilatéral, c'est-à-dire effacer petit à petit la dimension européenne du programme pour revenir à un bilatéral, soit russo-français, parce que c'est la France c'est nous qui menions cette action. Et j'ai même vu à un moment donné, pour des questions de stage, les Russes dire ah ben non, finalement, on va traiter ça en bilatéral avec l'Allemagne parce qu'il y a le passé de la RDA, etc. Donc il y a une volonté que j'ai ressentie moi, je peux me tromper, de la Russie, c'est toujours de travailler avec l'Europe. Ils aiment beaucoup travailler avec l'Europe. Ils aiment tellement travailler avec l'Europe qu'ils sont très contents qu'il y ait beaucoup d'États européens. Alors, je vois que 2 questions sont affichées sur mon écran. Donc, la première concerne une carte d'identité européenne. Alors, la personne demande, est-ce qu'il ne serait pas temps d'en avoir une? Alors, cette carte où serait mentionnée la nation et la région d'origine du porteur. Qu'en pensez-vous les uns et les autres? Alors, ça fera un peu doublon avec le passeport européen, d'après moi, mais bon, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est temps d'avoir une carte d'identité européenne? Qui veut répondre? Mais la nouvelle carte d'identité a déjà un format avec le petit drapeau de l'Union, la nouvelle carte d'identité. Et c'est un format qui est commun, puisque j'en ai vu toujours en Lettonie, j'ai vu des Lettons en avoir, et là on a présenté en France la nouvelle carte d'identité avec le F dans les étoiles. Très bien. Et là, il y a déjà une forme, il y a déjà un progrès. Une autre question, alors puisqu'on communique mal, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de montrer ce que serait la vie des citoyens sans l'Union européenne, c'est-à-dire privé d'Union européenne? Oui, c'est un magnifique modèle. Peut-être. Oui, je pense que de ce point de vue-là, le Brexit donne un bon exemple. Je pense qu'on devrait plus parler des obstacles concrets que cause le Brexit en termes d'approvisionnement, de blocage aux frontières. Moi, je peux donner l'exemple, je commande un livre, j'ai commandé avant le Brexit, en décembre, un livre au Royaume-Uni. Il est arrivé ici, j'ai payé plus en frais de douane et en taxes, etc., que le prix du livre. Je l'aurais commandé en France, ça m'aurait juste coûté le transport. Voilà. Et la différence était colossale. Donc, on imagine avec un petit exemple comme ça ce que c'est pour les entreprises dans leur chaîne d'approvisionnement. Et je pense que c'est, d'un point de vue pédagogique, on peut difficilement faire mieux que de montrer ce qui se passe concrètement avec le Brexit. On voit déjà dans le secteur financier qu'il prévoit de réduire les règles prudentielles. Ils vont réduire les règles dans le domaine social. Le seul domaine où ils avancent, c'est le climat. Est-ce que c'est de façon profonde? Je ne sais pas, mais comme ils ont opté pour beaucoup de nucléaire, c'est peut-être aussi une option dans laquelle ils sont déjà en fait engagés. Mais je ne vois pas de meilleure pédagogie à faire que ça. Et on pourrait faire des choses plus techniques, comme on l'avait fait à l'époque de Delors avec le rapport Cecchini, qui était un rapport sur la non-Europe, en fait, et qui montrait quels seraient les coûts d'une absence de marché intérieur, les coûts de la non-Europe, en fait.
Mais ça, c'est un coût financier. Il y a aussi des coûts qui sont des coûts non financiers. Pierre, Oui, nous avons fait d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Anne, nous avons fait 3 visioconférences qui sont maintenant en ligne sur YouTube avec Uniagro, concernant justement le sujet du Brexit. Et ce qui est intéressant dans ces visioconférences, c'est que la dernière, c'est le témoignage des entreprises qui vraiment, il y avait 3 chefs d'entreprise qui ont expliqué à quelles difficultés nouvelles ils se retrouvaient à cause du Brexit. Et notamment leurs correspondants également anglais, qui se retrouvaient dans des difficultés encore beaucoup plus importantes. Et donc, ça existe, il y a des témoignages vivants que vous pouvez avoir sur YouTube avec Uniagro. C'est assez passionnant. Et on n'imagine pas, et là, je parlais de Boris Johnson au début avec les vaccins, politiquement, eh bien, c'est quand même une bête politique qui arrive à faire passer, j'allais dire, le succès de sa vaccination comme écran face à toutes les difficultés qui s'amoncellent. Et notamment sur le plan international, les difficultés du Royaume-Uni actuellement à négocier combien d'accords de libre-échange, m'a-t-on dit une centaine d'accords de libre-échange. Bien plus, oui. Voilà. Voire plus, et c'est absolument impensable parce qu'ils veulent, par exemple, négocier un accord avec la Nouvelle-Zélande dans le domaine du lait pour couper l'approvisionnement en lait venant de l'Union européenne. Mais imagine-t-on, le lait va venir de Nouvelle-Zélande. Quand on parle de réchauffement climatique et circuits courts. je crois que c'était votre spécialité aussi. Pardon, Pierre, c'était pour revenir à la souveraineté alimentaire. On m'avait dit que vous étiez un spécialiste. Alors, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations à définir leur propre politique agricole et alimentaire, protéger et contrôler la production et les échanges et déterminer leur marge d'indépendance. Alors, est-ce que c'est un débat pour vous, la souveraineté alimentaire en Europe, Pierre? Ça, c'est fondamental, parce qu'oublions pas que la souveraineté alimentaire, c'était l'objet, n'est-ce pas, de la politique agricole commune. Nourrir la population européenne. Alors, que faire? Alors, que proposer, que faire? Mais déjà, dans le pacte vert, il y a des mesures pour essayer de favoriser tous les circuits courts, l'approvisionnement local et dans une optique environnementale et climatique. Parce qu'il n'y a pas que l'idée du commerce international, c'est de façon pratique une façon de réduire notre empreinte carbone que de s'approvisionner en légumes et en fruits de saison, c'est-à-dire des saisons européennes, plutôt que d'essayer d'importer des fruits, des légumes du Pérou en plein hiver. Je crois qu'on va faire plaisir à beaucoup de gens si on leur dit ça. Mais enfin bon, on achètera toujours des tomates. On remarque que les collectivités locales rebondissent bien sur cette question. Parce que moi, je siège au conseil de développement du Havre Seine Métropole, et c'est l'un des sujets principaux. Et nous travaillons là-dessus sur tous ces circuits courts, voire même à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire, on imagine même des potagers intra-muraux. Et là, on revient à la démocratie, parce que je pense que c'est aussi une occasion de démocratie locale, que d'essayer d'organiser des circuits au niveau local, plus de marchés locaux, de coopératives, de petites coopératives agricoles qui vendent directement aux citoyens. Oui. Alors, je signale aux participants qu'ils ont encore 20 minutes pour poser des questions et qu'ils n'hésitent pas à se lancer, converser et le petit texte. Emmanuel, vous dites… Oui, je voulais juste compléter en disant qu'il y a aussi à se poser des questions de fond sur la question de la production agricole. Par exemple, dans l'Union européenne, et cette question, elle est doit-on produire d'abord pour l'exportation ou doit-on produire d'abord pour nourrir les Européens? J'ai un peu le sentiment parfois que l'on produit. Alors, je suis dans une région ici où on produit beaucoup de porc en intensif, mais j'ai l'impression que beaucoup de régions du monde produisent pour exporter.
de la surproduction. Je vois qu'il y a des poulets qui viennent du Brésil chez nous, alors que nous avons une surproduction de poulets dans la région. Bon, voilà, ce sont des questions de fond à se poser entre Européens, mais aussi Européens avec les autres régions du monde. Voilà, ce sont des questions qui vont aussi participer à l'évolution, à la résolution de certains problèmes environnementaux, par exemple. Je voudrais rajouter pour la non-Europe la question des libertés fondamentales. Qui imagine aujourd'hui passer dans un pays en faisant la queue à une frontière? La dernière fois que j'ai passé une frontière difficile, c'est lorsque je suis allé en Biélorussie. Il y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu l'impression de me retrouver dans un vieux film sur la guerre froide des années 60-70. Nous Européens, on ne se pose même plus ces questions. On choisit d'aller travailler, de vivre, de se balader en Allemagne, en Italie, en Espagne. On passe la frontière. C'est une liberté fondamentale. C'est d'une richesse extraordinaire. Il faut aussi en reprendre conscience. Et dans le même temps, eh bien, Anne a raison, il faut poursuivre ce marché intérieur parce que on commande un produit dans un pays membre de l'Union européenne, on le reçoit dans sa région comme si on l'avait commandé, je ne sais pas moi, à Grenoble ou à Marseille. Voilà, ça c'est aussi important. On a oublié le coût que représentait le transit international, l'arrêt aux frontières, les files de camions, les temps de transit, etc. Ceci dit, on a à faire encore. Continuer, et ça c'est l'objet aussi de cette conférence, peut-être avancer dans deux directions qui me paraissent importantes. La fiscalité européenne, nous avons un exemple récent avec l'Irlande qui continue à jouer un peu les paradis fiscaux. Donc une certaine harmonisation est un chantier certainement possible pour l'Union européenne. Et l'autre exemple est celui que nous venons de vivre, et on a vu que l'Union européenne avait aussi une force de frappe. Eh bien, c'est la santé. Ce n'est pas une compétence de l'Union, ce sont des compétences nationales, mais lorsque l'on est ensemble, on est plus fort. Et comme on est plus fort, eh bien, on réussit à faire des choses assez extraordinaires, quoi qu'en disent certains. Anne, je vous ai vu réagir, en faisant un grand signe. Oui, la fiscalité, c'est bien un des problèmes de l'Europe, puisque c'est un des rares domaines où on décide encore à l'unanimité, bon, avec la politique extérieure. Et donc, par définition, on est dans un système complètement antidémocratique en matière de fiscalité, puisque chaque pays peut bloquer tous les autres. Et on voit aussi que non seulement ça empêche des décisions communes, mais aussi, quand les décisions sont obtenues, elles sont le fruit souvent d'un marchandage très long entre États membres pour obtenir cette fameuse unanimité. Donc j'invite tous ceux que ça intéresse de taper dans un moteur de recherche directive européenne, taxation des produits énergétiques. C'est l'exemple caricatural de ce à quoi on arrive après des années de négociations. C'est un texte qui n'a ni queue ni tête et qui est le résultat des marchandages entre États membres. J'approuve ça si toi tu approuves mon exemption pour ça et toi ma dérogation pour ça. Et c'est un texte où il y a plus de dérogations et d'exemptions que de règles logiques. La Commission va remettre une proposition sur la table probablement le 14 juillet dans le paquet Fit pour 55%, donc toutes les propositions qu'on va faire en matière de renouvelable, efficacité énergétique, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'elle va avoir plus de succès qu'aux tentatives précédentes de revoir ce texte. Je rebondis sur Anne, sur ce que vous dites sur la règle, l'utilisation de l'unanimité dans beaucoup de sujets. Alors, je crois que vous avez une position, vous dites qu'il faut avancer dans d'autres domaines, social, taxation, justement, harmonisation des taxes, non plus avec unanimité. Mais ça voudrait dire rechanger les institutions européennes pour ne plus accepter de porter ces sujets à l'unanimité. Mais c'est quand même très fondamental.
Tout à fait. Alors, moi, personnellement, je trouve assez contre-productif de discuter institution pure, mais par contre, discuter de la question de l'unanimité, ça, c'est une vraie question concrète qui, à mon avis, est un sujet de blocage énorme au niveau européen. Et on peut donner Est-ce que les citoyens peuvent y faire quelque chose? Non, mais ils peuvent pousser leur gouvernement à accepter de renoncer à cette règle un peu, de toute façon, non démocratique. Ça, c'est un fait. Mais ceci dit, peut-être pour revenir aussi à la politique extérieure, parce que tout à l'heure, on parlait de politique extérieure, qui est un domaine où effectivement, il n'y a pas de vraie Europe parce qu'il n'y a pas d'unanimité. On est dans un domaine en matière de politique extérieure dans lequel il est extrêmement difficile de trouver des positions communes parce que les États membres ont de façon objective des histoires différentes, des positions géographiques différentes. C'est très difficile d'intéresser le Portugal aux importations de gaz russe. Il n'est pas concerné. Et vice-versa, les pays qui dépendent du gaz russe ont du mal à s'intéresser aux questions méditerranéennes. Donc, il y a des raisons aussi objectives. Alors, on peut aussi utiliser cette diversité pour résoudre des problèmes. Moi, je pense que quand il y a des conflits en dehors de nos frontières entre différents pays ou différents groupes, il est parfois productif d'essayer d'utiliser des contacts différents et des histoires différentes qu'on a avec ces pays pour trouver des accords. Et ça c'est une technique qu'on a utilisée beaucoup pour préparer la conférence de Paris, où chaque État membre, on avait un réseau vert entre toutes les ambassades, pas seulement européennes, mais aussi les ambassades de chacun des États membres. Ça fait 300 ambassades dans le monde, et 3000 ambassades dans le monde. Donc, c'est une force de frappe énorme. Et on a utilisé beaucoup les liens qui existent, par exemple, entre les pays, en fait, leurs anciennes colonies, mais aussi pour des raisons linguistiques. Il est beaucoup plus facile pour les Portugais de parler aux Brésiliens ou les Espagnols de parler aux Argentins. Chaque pays utilisait son réseau de pays qu'ils connaissent bien et avec lesquels ils ont des bonnes relations très continues, pour les convaincre sur des objectifs communs au niveau européen. Et ça, j'ai trouvé très intéressant comme technique pour faire progresser des dossiers. J'enchaîne avec une question d'un participant. Question sur les régions qui est intéressante. Oui, c'est ça, la place des régions et des territoires dans le projet européen. Et je pense qu'elle n'a jamais été aussi grande. Non seulement pour la question alimentaire dont on vient de parler, on est en train de parler de développer des cultures bio et des cycles courts dans l'alimentation, mais c'est aussi vrai, parce que je reviens toujours à l'énergie, parce que je trouve que l'énergie est très utile, mais tout l'exercice de décarbonisation du secteur énergétique, c'est aussi un exercice où on va voir une décentralisation énorme de la production énergétique. Au lieu d'avoir quelques grandes centrales qui produisent de l'énergie et qui la diffusent de façon verticale dans les territoires qui n'ont rien à dire, on va avoir des productions locales, notamment, par exemple, dans les zones rurales, par exemple, où on pourra produire à partir des résidus des fermes, du biogaz, par exemple. Donc, ça permet aussi de créer de nouvelles activités dans les zones rurales qui vont devenir productrices d'énergie, où on peut installer des parcs solaires au milieu des cultures. Il y a les éoliennes, on en a parlé. Donc, c'est une production énergétique qui se décentralise beaucoup et qui donne beaucoup plus de place qu'auparavant aux régions et aux territoires dans le projet européen. Et d'ailleurs, on voit que anciennement, l'Europe s'intéressait surtout aux grands réseaux de transport d'électricité, donc les lignes à haute tension, et de plus en plus, on s'intéresse aux réseaux de distribution locaux qui vont avoir évidemment une place supérieure. Aussi, dans les villes, on ne s'est jamais autant intéressé aux villes. Moi, je me souviens qu'il y a 15 ans, 20 ans, quand j'essayais de faire une politique urbaine
avoir des villes intelligentes, on me disait non, 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 les villes ne sont pas nos interlocuteurs, on ne parle qu'aux États membres. Alors que maintenant, on a une initiative qui est la Convention des maires, où on travaille énormément avec les villes européennes. J'ai l'impression aussi que les villes, les régions et les territoires ont compris qu'elles étaient importantes, qu'elles fassent du lobbying à Bruxelles pour se faire entendre aussi. Voilà, elles aussi. Il y a aussi quelque chose qui vient il y a du bottom-up, comme on dit en langage européen. Emmanuel ? Oui, deux, trois réflexions par rapport à cette question qui est très intéressante. Bien évidemment, ici on parle des langues régionales. Alors, en France, nous sommes très sensibilisés depuis quelques jours, puisque la loi Molac a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, moi, je pense que l'expression culturelle régionale n'empêche pas la constitution d'une Europe, qui est aussi pour moi une grande Europe des régions, hein. D'ailleurs, il reste peu, à ma connaissance, peu d'États, de grands États unifiés et centralisés. Hein, un petit peu partout, il y a une expression régionale. Mais au-delà de cette question culturelle, il y a aussi à tenir compte d'autres questions, comme celle du climat, par exemple. On ne peut pas traiter toute l'Union européenne de la même manière, et du point de vue économique. Pour prendre cet exemple, eh bien, la prise en compte de particularismes locaux, climatiques, territoriaux, géographiques, a aussi son importance. Et le Fonds européen de développement régional est tout à fait à mon avis, dans cette perspective, puisqu'il s'agit d'adapter et de d'accorder des fonds européens par l'intermédiaire des régions sur des projets qui vont dynamiser des régions. Donc voilà, c'est une question qui me paraît avoir son importance. C'est l'application de la subsidiarité également, hein, c'est-à-dire intervenir au niveau le plus proche du citoyen et résoudre les questions qui se posent en tenant compte des contingences, des contextes locaux. Je rebondis, Emmanuel, vous aviez proposé il y a quelques semaines, je crois, que vous militiez pour un 9 mai férié dans l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Ah, bah écoutez, oui, je peux vous en dire un peu plus. Alors, ça fait longtemps que je pense que le 9 mai, ça a marché, puisque le Parlement européen, en tout cas le précédent Parlement européen avait pris acte de cette question et avait voté favorablement. La question revient maintenant aux États membres. Alors pourquoi je souhaite que le 9 mai soit un jour férié pour tous les Européens? Tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir un jour commun. Comme chaque nation a une fête nationale, l'Union européenne doit avoir autre chose qu'une journée de l'Europe que l'on va caser entre la journée du cheval et, je ne sais pas, la journée de la nature. Non, c'est quelque chose de plus puissant. Comment voulez-vous que l'on puisse avoir un sentiment d'appartenance à cette Union européenne si les Européens n'ont pas des choses à se partager? Le 9 mai est inscrit comme étant un des symboles de l'Union européenne, avec l'hymne, le drapeau, le passeport, la monnaie, etc. Mais qui se préoccupe de ce 9 mai? Pas grand monde. Je n'ai pas véritablement vu de réalisation dans les États membres. Il n'y a qu'une solution. Passer par un jour commun, férié, de manière à faire prendre conscience de cette importance. De plus, c'est tout à fait symbolique, parce que dans nos pays occidentaux, de l'Europe occidentale, le 8 mai, c'est le jour de la signature de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc que le 8 mai est un jour de guerre et le 9 mai est un jour de paix. Alors, je crois que ces deux journées sont des symboles, mais le 8 mai n'est pas férié dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, essayons d'aller vers ce jour commun, un peu à l'image du D-Day des États-Unis. Et je lis, appliquons notre devise, évitons pleinement la diversité. Je sens que c'est signé Marie-Laure Krogeneck qui a des slogans dont on a besoin de temps en temps. Merci Marie-Laure. Une grande spécialiste du slogan et du titre. À qui est spécialiste du slogan, vous? Non, Marie-Laure est une grande spécialiste du slogan. Pierre, êtes-vous pour le 9 mai férié? Pierre?
Moi, je suis pour un jour férié pour l'Europe, parce que je crois que c'est important. Je rejoins complètement ce qu'a dit Emmanuel. Mais ce que je voudrais, moi, puisque je vois que l'heure passe, c'est quand même de dire que il faut être optimiste dans les difficultés, parce que les difficultés, je l'ai dit au début, c'est tout à fait normal. Une union, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Le temps pour bâtir une union, c'est pas le temps des politiques et c'est pas le temps de la communication. Je crois que c'est quelque chose, ça va demander plusieurs générations. Et je vois, moi, il y a quand même des avancées spectaculaires depuis, en quelques années, en 70 ans. Vous vous rendez compte d'où on est parti, alors qu'on a quand même obtenu une monnaie unique, on a obtenu Erasmus, on a obtenu une libre circulation à l'intérieur d'un espace européen, mais c'est fabuleux tout ce qui se passe. Et il faut penser aussi que toutes ces mutations, elles continuent sans avoir besoin de revoir les traités. Moi, je vois par exemple la Commission européenne qui a mis en place la DG Défi, qui porte bien son nom hein, pour l'avenir, qui signifie défense, industrie et espace, et qui justement est remplie d'ambition et de finalités ambitieuses pour l'Union européenne. Et par contre, ce qui me navre, et je veux finir là-dessus, je viens de dire Union européenne, et là, le problème, c'est que nous confondons Europe et Union européenne. Et on n'insiste pas assez sur le mot Union. Ah, c'est l'Europe qui a fait ça. Non, c'est pas l'Europe, c'est l'Union. Bien. Et ça, Anne, je crois que c'est important. Voilà. Anne, un mot avant de conclure. Anne, qu'est-ce qui serait pour vous la mesure la plus importante suggérée à cette conférence? Puisque vous êtes à la fois citoyenne et européenne depuis longtemps, qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message? Ou comme une mesure? Une mesure? Oui. Qui sera adoptée miraculeusement? Miraculeusement. Moi, j'ai pas de mesure fétiche. Par contre, ça fait longtemps que j'essaie de convaincre, j'ai longtemps essayé à l'intérieur de la commission de convaincre qu'on communique plus justement autour du thème de l'union dans la diversité. Parce que je trouve que l'idée de s'unir en étant différents et d'essayer, je veux dire, si on était tous les mêmes, on n'aurait pas besoin d'Europe. Ça, c'est mon point. On n'aurait pas besoin de s'unir si on était tous les mêmes. Et donc, c'est justement parce qu'on est différents qu'on a besoin de s'unir pour se coordonner, pour se mettre d'accord sur certaines choses, parce qu'il y a des frictions puisqu'on est différents, mais aussi pour profiter des complémentarités, de synergie, parce que la diversité, ça apporte des choses positives aussi. Ça permet de faire plus de choses ensemble que si on était tous les mêmes. Et donc, personnellement, je suis immensément attachée à cette notion de communiquer pratiquement tout ce qu'on fait sur cette idée d'union dans la diversité. C'est un joli slogan et puis ça confirme que l'avenir est entre vos mains. C'est ce que dit le slogan de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Alors c'est un grand exercice de démocratie participative. On a jusqu'au printemps 2022 apparemment pour non, ouais. Non, fin 2021 parce qu'après il faudra faire une synthèse. Alors je rappelle on peut peut-être réafficher une dernière fois le nom de cette plateforme numérique multilingue où on peut s'exprimer. Ça s'appelle future.europa.eu. Voilà, future avec EU. Donc il faut proposer des idées. Et commenter celles des autres éventuellement, créer des événements et y participer. Donc nous avons créé un événement puisque nous sommes déjà tous ensemble sur cette réflexion. Et puis peut-être qu'on va réussir à inspirer, qui sait, la France, qui exercera la présidence du Conseil des ministres européens durant le premier semestre 2022. Voilà, il est presque l'heure. Moi, je vous dis merci de votre participation à tous les trois, à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis à la semaine prochaine, le 1er juin, puisqu'il y a une nouvelle conférence. Emmanuel va l'annoncer. Union européenne-Russie, construire l'avenir. Voilà, c'est à vous, Emmanuel.
Oui, merci à vous Catherine hein, de cette animation hein, qui était extrêmement menée, tambour battant, j'allais dire. Merci à Anne Houtman hein, d'avoir accepté notre invitation, puis à Pierre également. Oui, le prochain rendez-vous, eh bien, c'est le 1er juin. Ce sera le 4e de nos webinaires pour ce mois de l'Europe, hein, le mois de mai, mois de l'Europe. Ça tombe 1er juin, mais bon, on n'a pas pu faire mieux. La question que nous avons à traiter sera la politique de voisinage hein, de l'Union européenne et notamment ce qui peut se passer ou pas avec nos voisins. Donc bien sûr la Russie. On aura à traiter sans doute de la question de l'Ukraine, de sa souveraineté, ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie, bien évidemment. Des questions qui sont fondamentales pour nous Européens et j'entendais les chaînes de télévision continue tout à l'heure, parler de cette pression permanente que la Russie met sur l'Union européenne et la réaction donc du Conseil européen. C'est le cas, par exemple, de l'opposant Alexis Navalny, mais on peut aussi traiter du gazoduc Nord Stream 2, par exemple, hein, et puis on parlait de Joseph Borrell tout à l'heure, comment le haut représentant, c'est-à-dire le ministre européen des Affaires étrangères, a pu être traité. Voilà, ça peut fâcher, c'est compliqué. En tout cas, ça laisse aussi parfois un sentiment d'amertume. On va essayer d'en débattre avec donc Olivier Védrine, Constantin Sikov et puis Pierre Mendy qui revient donc la semaine prochaine pour essayer de nous éclairer sur ces questions et de voir comment nous pouvons retraduire un certain nombre de choses dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Voilà, merci encore à chacune et à chacun.